one-point game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. C'est fou. Bryant for the win. La hype du basket américain est de retour sur Sport en France. Chaque mercredi, maintenant, vous en avez l'habitude, votre rendez-vous hebdomadaire. On va parler de NBA pendant 52 minutes avec un gros programme. On y va. Hype ou pas hype, la NBA fait son retour à Paris. Ce sera en 2023, le 19 janvier précisément. Les meilleures équipes de l'année également NBA ont été dévoilées. C'était il y a quelques jours. Et LeBron James, ça y est, on connaît son nouveau coach. Hashtag hype, la star des Lakers. Rend visite aux enfants d'Akron, Ohio. Et vous verrez ça ensemble. Il y a aussi les vacances de certains joueurs NBA qui feront parler. Et puis, on ira avec Emric au cœur de la 125e rue d'Harlem, découvrir un petit peu les rues et les shops. On a un débat de la semaine. Les Américains dominent-ils encore leur propre ligue? C'est la question qu'on va se poser, bien sûr, ensemble. Et on a un invité, Dunker Fou ou Spider-Man, vous choisissez. On va discuter un petit peu ensemble avec notre invité donc, dans l'ITV décalé. Et on aura un focus, bien sûr, sur les finales NBA, Warriors versus Celtics. Gros programme hype. Il est temps pour moi maintenant d'accueillir une équipe hype autour de moi. On a un petit nouveau, passé par Limoges, un ancien pro, fraîchement récompensé d'un diplôme de DES d'entraîneur professionnel, on va dire. C'est Raphaël Desroses. Salut Raphaël. Salut, salut. Comment va? Ça va bien, hein. En plus une belle affiche en finale NBA. J'attendais que ça. T'attendais que ça. Je te pose tout de suite la question un peu traditionnelle ici. Équipe hype et joueur hype pour toi? Là, comme ça, Tatum, j'aime bien quand même. Hein. Tatum, ce qu'il fait à Boston. Ouais. Et puis une équipe, les Warriors. Parce que c'est vrai que ça joue de deux côtés du terrain, ça se passe le ballon. C'est pas juste un pick and roll en tête de raquette comme on voit partout. Donc deux équipes, enfin un joueur et une équipe qu'on va pouvoir suivre là dans quelques jours. On va en parler bien sûr ensemble. On file directement du côté des États-Unis. Tu parlais des Warriors. Il y a un homme qui couvre les Warriors depuis près de 10 ans pour le site référent Basket USA. Il est chanceux parce que les Warriors sont encore en finale NBA. Donc l'aventure devrait continuer avec Melvin Karsanti. Salut Melvin. Salut Sylvain, ouais, comme me le disait Antoine avant l'émission, j'ai un karma de ouf parce que ça fait 10 ans que je suis à SF et ça fait faire ma 6e finale en 8 ans à domicile, donc je n'ai pas à me plaindre. J'espère que tu n'as pas à te plaindre. Antoine Blancharel fait son retour dans Hype et il est aussi très concerné par les finales NBA. Boston devrait faire partie de ton guide du routard dans quelques jours. Comment vas-tu, Antoine? Ça va bien, et vous? Ça fait plaisir d'être de retour. Ça fait plaisir de t'avoir. Bouge pas, on va accueillir tous ensemble un Dunker Fou. C'est un arrière bondissant et il joue en Pro B à Tours. Il a en plus remporté le concours de dunk au All-Star Game il y a encore quelques mois. On va le présenter tout de suite. C'est Dylan Afomama. Salut Dylan. Salut, salut. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Nous, on va bien. T'es à l'aise? Tout va bien? Ouais, tout va bien, nickel. Tranquille. Question la même que pour Raphaël, joueur hype et équipe hype? Pour moi, joueur hype, je dirais Jaylen Brown. Jaylen Brown? Ouais. Ok. Arrière des Celtics de Boston? Ouais, j'aime beaucoup son jeu. Ouais. Et équipe, je dirais aussi les Celtics, puisque depuis le début des playoffs, ils ont montré leur défense. C'est surtout leur défense qui ont étouffé leur adversaire. Et en attaque, c'est vraiment n'importe qui peut sortir du lot. Et j'aime bien le genre d'équipe. Bon, je vois que tu es prêt à parler des Boston Celtics, on va le faire ensemble. Pour ceux qui ne connaissent pas Dylan Afomama, il faut se poser sur vos sièges et regarder ce qu'on vous balance tout de suite. C'est n'importe quoi. C'est parti. Pour le dunker danseur, il fait les deux. Vous avez reconnu Mehdi Ngouama qu'on a reçu dans l'émission il y a encore quelques semaines. Petite question sur ce dunk. Comment on prépare ce type de performance? Est-ce qu'on y pense ou est-ce que ça se travaille justement ou est-ce que finalement c'est un peu spontané? On se dit allez, on va faire quelque chose de différent pour essayer d'étonner un peu tout le monde. Franchement, sur le coup, ma première idée c'était de ramener une voiture. Oh. Je m'étais inspiré du concours de dunk de Blake Griffin. Ok.
Donc j'ai demandé à la Ligue. Après, c'était pas forcément possible par rapport au parquet de Bercy. Donc du coup, ils m'ont dit qu'une moto, ça serait plus possible dans ce que je voulais. Et ensuite, eux se sont débrouillés pour pouvoir amener la moto. Et la veille du show... Tu t'entraînes quand même? Ouais, ils ont ramené la moto pour que je puisse m'entraîner. Et la veille, j'étais avec Mehdi. Et il y avait son fils qui avait un match de Spider-Man. Et du coup, on a eu l'idée de prendre le masque, vu qu'il y avait le film qui venait de sortir il n'y a pas longtemps. Je me suis dit que ça, plus la moto, j'allais forcément aller au moins jusqu'en finale. Okay. Petite question, quand on est entraîneur de tour ou même président et qu'on voit son joueur sauter au-dessus d'une moto pour un match un petit peu d'exhibition, c'est des choses qu'on arrive à faire passer ou finalement on ne demande pas l'autorisation, on fait son truc et puis... Bah, franchement, j'ai pas demandé l'autorisation. Okay. Après, j'en avais parlé un peu avec l'entraîneur adjoint et mes coéquipiers de ce que j'allais faire. Et dès que j'ai eu cette idée-là de passer par-dessus une moto, ils étaient plus excités que moi, on va dire. Il n'y avait pas forcément d'appréhension sur les risques qu'il pouvait y avoir. Okay. Donc ça va, personne m'a donné d'interdiction. Bon, eh ben, c'est le plus grand plaisir, hein, parce que nous, j'étais dans les tribunes, je peux te dire qu'on s'est levé hein, quand on a vu ça. on était complètement dingues. Bon, on est déjà bavard, il faut qu'on aille sur notre première chronique, Dylan et Raphaël. Hype ou pas hype, c'est parti. De l'émission Dylan et Raphaël, alors je vous explique pour vous deux, on scrute un petit peu l'actualité passée en NBA, on essaie de retenir 3 news pour nous qui nous hype le plus et puis on en discute bien sûr ensemble. La première, c'est la NBA qui fait son retour à Paris en 2023, le 19 janvier 2023 avec une affiche Old School, Chicago, contre Détroit. Ça rappellera sûrement des souvenirs à certains. On voit l'affiche d'ailleurs de cet événement. J'ai une première question pour vous, parce qu'il y a quand même à la fois l'excitation de voir un match NBA à Paris, c'est pas si commun, hein. Faut quand même pas bouder notre plaisir, et l'affiche qui, pour certains, n'est pas forcément la meilleure. J'ai une question rapide pour vous. Est-ce que cette affiche vous hype, Raphaël? Dans un premier temps, je me dis non. Puis après, je réfléchis un peu, je vois Cunningham, une star montante, Killian Hayes, un local de l'étape. Après, je vois les Bulls, le baromètre, c'est ce qu'ils vont garder un Lavigne, par exemple, parce que c'est vrai que ça, c'est un joueur qui... On parlait de spectacle, mais aussi, hein, les motos, il peut passer par-dessus. Donc, ça dépendra vraiment du moment. S'il y a encore un DeRozan, est-ce qu'il y aura des blessés, pas des blessés. Mais sur le papier, c'est clair qu'il y a du potentiel, contrairement à certaines affiches qu'on a pu avoir. Ça te hype, toi? Ouais, parce que de toute façon, je suis fan de NBA, donc moi, tu me mets n'importe qui. Ok. J'y vais. Antoine, cette affiche à Paris? Ouais, bah écoute, un petit peu pareil. Au début, on peut se dire, ah, quand même, surtout, en fait, je me suis senti mal pour Evan, quoi, qui a vraiment, vraiment envie d'y aller, de faire ce match NBA à Paris, parce que, voilà, vrai très local de l'étape, francilien, etc. Mais le match devrait être intéressant, donc on vous souhaite un bon spectacle. Je me tourne vers Dylan tout de suite. On a un tweet parce que Evan Fournier, qui est voilà, bien sûr le joueur des New York Knicks, mais qui suit beaucoup l'actualité aussi de son sport, a réagi sur les réseaux sociaux avec un tweet encore bien sincère de sa part. Command Man, quand il voit un petit peu l'affiche, hein, Chicago-Détroit, 19 janvier 2023, on l'a dit, ça semble pas être pour lui la meilleure affiche possible. Evan aurait aimé jouer devant son public à Paris en tant que Knickerbocker, comme on dit. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de cette affiche, Dylan? Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver mieux avec des Français, Rudy Gobert, peut-être Evan Fournier? Après, c'est sûr qu'on aurait pu trouver mieux. Après, en soi, on ne va pas forcément cracher sur l'affiche parce que ça reste quand même de la NBA, ça reste quand même du beau spectacle. Malgré que ce ne soit pas forcément des tops équipes, on va dire, il y a quand même pas mal de talent dans les deux équipes. Détroit, c'est un effectif assez jeune, donc c'est des jeunes qui vont monter en puissance d'année en année. Et Chicago, depuis leur recrutement de cet été, on va dire, ils ont quand même une sacrée bonne équipe. Donc je pense qu'on peut être surpris de l'affiche. Après, c'est sûr que c'est mieux de pouvoir voir un match NBA avec nos Français qui viennent jouer devant nous. Après, c'est pas fini, il reste encore des années. Ouais, rappelons qu'on avait eu Nicolas Batum hein, quand même avant le Covid en 2019 avec Charlotte, hein, c'était ça. Ouais, c'était ça contre les Bucks de Giannis Antetokounmpo.
Melvin, je te fais pas réagir, on va aller avec toi directement sur la news numéro 2, c'est les All-NBA, donc les meilleurs joueurs de la saison répartis dans 3 5 différents. Donc on va vous présenter les 3 meilleurs 5 de l'année en NBA et vous allez me dire, et Melvin, je commencerai avec toi, quelle équipe te hype le plus, parce qu'on va voir que c'est quand même très bien réparti. Donc la All-NBA First Team, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, Nikola Jokic et Jason Tatum. Donc ça, c'est pour cette première All-NBA First Team. La All-NBA Second Team, Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid et Ja Morant, le bondissant Ja Morant. Et la dernière, et donc la third NBA First Team, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns et Trae Young. Melvin, à toi, laquelle de ces 3 équipes te hype le plus? Laquelle tu prendrais si demain tu étais GM, voire coach? Si j'étais GM, je prendrais la première. Si j'étais coach, je prendrais la deuxième. Parce que je pense que dans la première, entre Giannis, Luka, Jokic, Booker, Tatum, c'est une équipe, c'est une All-NBA First Team qui est jeune, qui a énormément de potentiel, qui a énormément encore d'années devant elle. Et c'est bien de voir un peu le renouvellement. Je sais qu'on va en parler un peu plus loin dans l'émission, d'avoir des joueurs internationaux et des jeunes joueurs américains ensemble. Après, la deuxième team entre Steph et KD, c'est quand même... il y a l'expérience, il y a des titres de champion, il y a des titres de MVP. Embiid, Antoine pourra sûrement nous en parler, il aurait pu attraper ce titre de MVP cette année. Et puis, on a Ja Morant et DeMar DeRozan qui ont fait une super saison et qui méritent d'être là. Donc, c'est une équipe qui est peut-être plus spectaculaire que la première team, mais ouais, difficile de choisir entre les deux. Antoine, je te fais réagir. Je voudrais poser la question à Raphaël de son choix. On discutait un petit peu en off de la répartition un petit peu des intérieurs. Jokic ou Embiid dans la All-NBA First Team, il y a débat pour toi ou pas? Les deux ensemble ou alors l'un? Moi, j'aurais mis les deux ensemble, honnêtement. J'aurais mis les deux ensemble parce que si on est vraiment basket pur, on sait qu'un Jokic peut se décaler en 4, il n'y a pas de problème. Après, c'est là qu'on n'était pas sûr au niveau des votes. Est-ce qu'on pouvait vraiment voter pour les deux? Ou est-ce qu'on a juste respecté le fait que les deux soient poste 5 en saison? On pose la question à Antoine. Antoine, on sait que tu fais partie des votants aux États-Unis. Est-ce qu'on aurait pu voter pour les deux dans le même 5, Embiid et Jokic? Ouais, okay. C'était possible. Et personnellement, d'ailleurs, je l'ai fait. Voilà, je n'étais pas sûr. Très bien, très bon choix. Dylan, quelle équipe te hype le plus parmi les 3? On peut peut-être les réafficher pour Dylan. Donc Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Luka Doncic, le Nikola Jokic, Jason Tatum, ça c'est la première First Team. Donc la deuxième, Stephen Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid, Ja Morant. La troisième, LeBron James, Chris Paul, Pascal Siakam, Karl Anthony Towns, Trae Young. Ouais, moi je serais sur la deuxième. La deuxième, ouais. Steph Curry, DeMar DeRozan, Kevin Durant, Joel Embiid, Ja Morant. Ouais. Parce que t'as du tir, t'as du post-up, t'as du clutch. T'as quand même pour moi l'un des meilleurs attaquants de la ligue, Kevin Durant. Ok. T'as le meilleur shooter de la ligue. T'as Ja Morant qui est en train de monter en puissance d'année en année. Ok. T'as aussi l'un des meilleurs pivots de la ligue. En fait, à tous les postes, c'est complet, c'est fort. C'est pas évident à choisir, hein. Vraiment. Je pense qu'il y a un match clairement entre ces trois équipes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette deuxième news. On va directement sur la troisième ensemble. On va parler du nouveau coach de LeBron James. Frank Vogel donc, avait été démis de ses fonctions il y a quelques semaines. Et les Lakers cherchaient un nouveau coach. On en avait parlé dans une précédente émission. Et trois profils se dégageaient. Terry Stotts, l'ancien des Blazers. Kenny Atkinson, qui est assistant des Warriors, actuellement qualifié donc pour les finales NBA. Et puis Darwin Ham, qui était le seul des deux à ne pas avoir d'expérience de head coach. Et ben c'est lui qui a été tout simplement choisi. On peut peut-être vous le présenter. Donc l'âme d'un champion, hein. Ça c'est le travail de notre chef d'édition Lucien. Beau titre Lucien. Donc 48 ans, coach adjoint depuis 2008 et champion NBA 2021, mais en tant qu'assistant. Il était assistant de Mike Budenholzer du côté des Bucks de Milwaukee. Je me tourne tout de suite vers toi, Dylan. Est-ce que c'est un choix qui peut correspondre à LeBron James quand on sait que LeBron et ses coachs, c'est pas toujours évident? Après, je pense qu'ils ont dû recruter un coach qui n'avait pas forcément beaucoup d'expérience parce qu'il y avait LeBron James. Donc, je pense qu'il va surtout s'aider de LeBron James.
LeBron James coach, finalement, on lui laisse un peu de la place pour aussi être... un peu de liberté. Okay. On sait qu'il aime bien forcément gérer les équipes, un peu le recrutement, etc. Donc je pense qu'il va plus le guider à pouvoir gérer l'équipe des Lakers, parce que avec toutes les stars, on va dire, qu'il y a dans cette équipe, c'est pas forcément facile à gérer quand tu es coach. Okay. Donc je pense qu'il va plus se reposer sur un peu la première année sur LeBron. Il y a LeBron justement qui a réagi. On vous a mis le tweet traduit en français. Tellement excité, félicitations et bienvenue, coach Ham. Je me tourne vers un coach. Maintenant, on peut aussi le présenter comme ça, un consultant pour Canal+ Afrique et puis néo-entraîneur. LeBron James, tu connais. On connaît l'aura aussi de LeBron James. On sait cette capacité à être quelqu'un qui peut jouer, en même temps guider un peu le recrutement et les plays sur le terrain de ses équipes. Est-ce que c'est le coach qu'il faut à LeBron James, Darvin Ham, ou est-ce qu'il aurait fallu quand même un mec un peu plus Mon premier réflexe, ça a été de dire c'est pas très charismatique. On parle des Lakers, on parle d'une équipe, une franchise de champions, etc. Prendre un coach rookie, c'est un risque. Maintenant, quand on se rappelle un peu de ce qu'aime LeBron, on sait qu'il a adoré fonctionner avec Tyronn Lue, et qui était coach rookie, assistant, certes à ses côtés, etc. Et du coup, j'ai écouté pas mal d'analystes américains. Et tout ce qui revient, c'est le respect envers Ham. C'est-à-dire que c'est un mec apparemment qui a du caractère, c'est un ancien joueur, et ça aussi c'est important dans les relations. On sait que de nos jours, les joueurs ils aiment bien avoir ce crédit quand même, il sait de quoi il parle. Et ça, c'est un gros plus. Et du coup, dans sa relation avec LeBron James, la carte ancien joueur, la carte charisme, que nous on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas l'homme de l'extérieur, mais apparemment, quand on prend tous les Kendrick Perkins, tous les analystes américains, les anciens joueurs, ils ont tous validé ça. Donc c'est qu'à un moment donné, derrière, il y a une personnalité qui doit correspondre. Antoine, le choix de Darvin Ham, toi qui es du côté est des États-Unis, est-ce que c'est un choix qui te surprend? Qu'est-ce qu'on en dit de Darvin Ham aux États-Unis? Alors, ça me surprend un tout petit peu, mais c'est pas non plus fou, quoi. C'était un des scénarios qui était envisagé. Et c'est clairement pour laisser un petit peu d'emprise sur l'équipe, sur la franchise à LeBron. Mais c'est aussi une manière un petit peu de valider ce qui s'est passé l'an dernier aux Bucks avec le titre. Et donc, quelque part aussi, de lui donner une part de responsabilité dans ce titre et d'en enlever un petit peu à Mike Budenholzer. Mais bon courage, parce que c'est quand même un sacré bordel aux Lakers en ce moment. Donc, on attend de voir comment il va naviguer tout ça. Première expérience, prendre les Lakers, il faut... Il faut savoir qu'il a signé 4 ans. Donc, c'est ça 4 ans au moins. Il doit donner des gages de garantie. Quand même. Donc voilà, histoire d'avoir un peu de continuité, il a un contrat plus long que ses joueurs. Et ce qui n'est pas toujours le cas en NBA. Maintenant, encore une fois, il y a aussi une mode en NBA, il ne faut pas se cacher. Quand on voit Udoka, pareil, qui réussit, qui a été assistant coach longtemps aux Spurs, etc. Il y a un renouvellement, c'est ça? Oui, il y a un renouvellement, il y a un peu, on donne la chance aux assistants, mais assistants, pas de n'importe qui, de champion en général. Et c'est vrai que là, ce qui est un peu surprenant, c'est pas l'école Popovich. C'est vrai qu'il y a moins de garanties, entre guillemets. Mais bon, en tout cas, on lui souhaite de réussir, mais ça va être un beau défi. Et je ne sais pas si je serais parti dans ce sens-là. Je serais peut-être plus parti sur un Mark Jackson, qui a plus de charisme, qui est respecté, qui a prouvé aussi, qui a prouvé, et qui mérite aussi, à mon avis, une chance en NBA, une seconde chance. Bon, on va observer les premiers pas de Darvin Ham. C'est dans quelques semaines, voire quelques mois maintenant, parce que les Lakers ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Et on verra donc cette équipe de retour à la mi-octobre, voire début novembre. On avance, messieurs, on va sur les réseaux sociaux ensemble dans #Hype. C'est parti. On va rester sur les Lakers, pas qualifiés pour les playoffs, je le disais, mais LeBron est très actif, et notamment sur le plan social. On en parlait aussi dans une précédente émission. LeBron impliqué socialement, met beaucoup d'énergie dans des programmes de réhabilitation, d'insertion et d'éducation. Et il était du retour du côté d'Akron, Ohio, pour rendre visite à quelques enfants de son école. On vous montre tout ça. Voilà,
hype LeBron du côté d'Akron, Ohio, bon, elle est claire. On a vu les gamins complètement dingues. En même temps, si c'est nous, à cet âge-là, je pense qu'on fait la même chose. On a d'autres postes à vous montrer. Et les vacances, d'ailleurs, de certains joueurs NBA se passent plutôt bien, et notamment celle de Nikola Jokic, qui a une autre passion, Nikola Jokic, celle de faire un petit peu d'équitation. Voilà l'image. Calèche. Il est en calèche, Nikola Jokic. Alors quoi, c'est 2,11 m à peu près, Nikola Jokic. Je pense qu'au niveau du cheval, ça ne doit pas être top. Ah, c'est au trot, c'est au galop. Voilà. Mais on a une déclaration. Apparemment, c'est plus qu'une passion parce que c'est un rêve pour lui. Mon rêve est de retourner en Serbie et de devenir entraîneur de trot après ma carrière de basketteur. Voilà ce qu'a déclaré Nikola Jokic il y a encore quelques semaines. On continue sur quelques postes bien sentis. C'était la finale de la Ligue des Champions il y a quelques heures encore du côté du Stade de France. D'ailleurs, il y a eu quelques échauffourées, on ne va pas revenir là-dessus. Mais LeBron, qui a investi dans le club de Liverpool, était présent au Stade de France. On peut aussi vous montrer les images, puis on en parle ensemble. Donc LeBron présent au Stade de France. On a quoi d'autre comme image? On a aussi d'autres joueurs NBA, notamment un Français, Rudy Gobert, qui a célébré la victoire du Real Madrid, avec Benzema sur le terrain. Donc on voit un peu la connivence qu'il peut y avoir aussi entre le cross-culture, foot, basket. Je ne sais pas si Dylan, pareil, le foot c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu connais des footeux de haut niveau. Est-ce que vous partagez un petit peu des choses ensemble? Moi, je suis quelqu'un qui a commencé par le foot à la base. Ok. Voilà, donc moi, le foot, ça me parle. J'ai regardé la Ligue des Champions, j'ai regardé la finale. Donc moi, le foot, c'est vraiment, on va dire, une deuxième passion. Après, j'ai des potes à moi qui sont pros. Après, je ne connais pas forcément de grands joueurs professionnels. Donc, je n'échange pas forcément avec eux, mais je suis le foot. Tu suis le foot? Ouais. Ok. Tu suis également Giannis Antetokounmpo ou pas? Ouais, aussi. Parce qu'il était du côté de Lyon il y a encore quelques heures pour supporter et soutenir son frère, Costas, qui était engagé dans un match 3 contre Cholet, si je ne dis pas de bêtises. L'Asvel se qualifie pour les demi-finales du championnat de France. On a l'image, on vous montre tout ça. Un invité de marque, Giannis Antetokounmpo, est présent ici à l'Astroval. Alors là, on avait vu Kevin Durant suivre l'épopée européenne de Mike James. Et évidemment, il vient voir son frère. Raphaël, je te fais réagir rapidement sur cette dernière image de Giannis. On avait vu Kevin Durant aussi du côté de Monaco et partir après aussi au Pirée. On commence à voir quelques joueurs NBA qui ne boudent pas les salles françaises. Hein. Ça fait plaisir. Hein. On se régale, même si on peut soupçonner Tipeee une stratégie. Oui. On sait que c'était un peu aussi une des raisons de sa venue, pouvoir faire parler de son club. Et on voit que ça marche bien, parce que ça fait 2 fois déjà qu'il vient. Il est venu en préparation cet été, et puis là, pour les matchs de play-off. Costas, c'est pas trop comme Giannis encore, pour l'instant. Non, c'est tête au cercle, lui aussi. Et c'est un bon joueur, mais c'est pas une star. C'est pas un joueur dominant en Euroleague, en tout cas. Ok. Bon, on va rejoindre, on va laisser tomber l'Euroleague et Costas et Giannis. On va rejoindre Emric du côté d'Harlem cette fois-ci pour sa chronique fraîche. C'est parti. Dylan, on a un reporter, un insider qui s'appelle Emric Parker, vlogueur, blogueur, qui scrute un petit peu les rues de New York et même du sud des États-Unis pour aller à la pêche aux informations sur le plan social, sport, culture et également rencontrer des personnages. Et il nous prend quelques images et puis on en récupère un petit sujet de 2-3 minutes et puis on en discute ensemble. Je te propose de regarder et puis on développera le sujet Emric Parker dans quelques minutes. La chronique fraîche, tu le sais maintenant, c'est ton aller simple direction la fraîcheur des États-Unis dans l'émission Hype sur Sport en France. Aujourd'hui, je suis à Harlem, dans mon quartier, mon fief, et je vais t'amener un petit peu à la découverte de ce quartier pour surtout te parler un petit peu de cette artère commerçante qu'est la 125e rue. On y va. La balade ne pouvait pas commencer plus proche de l'Apollo Theater, qui est vraiment le joyau du quartier de la 125e. Que ce soit les Jackson 5, James Brown, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Prince, Michael Jackson, bref, t'as compris, tout le monde passe ici. Et d'ailleurs, un peu à l'image du Hollywood Boulevard à Los Angeles, ils ont mis des petites plaques
pour tous les stars qui sont passés ici. Et chose incroyable à l'Apollo Theater qui s'est passé en 1934 quand le théâtre devient enfin autorisé aux Noirs, les organisateurs comprennent que le talent est dans la rue partout ici à Harlem. Harlem, on parle à cette époque-là de Harlem Renaissance, le jazz, le bebop, le swing arriveront quelques années plus tard. Mais vraiment, c'est ici que, par exemple, Ella Fitzgerald a gagné en premier cette nuit des amateurs. Alors, c'est révolutionnaire pour l'époque, on est en 1934. Rendez-vous compte, 5 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, pour moi, c'est presque de la science-fiction que de dire que les mecs ont inventé la nouvelle star ici à Harlem. Et depuis toutes ces années, eh bien, la nuit des amateurs ravit tous les spectateurs, qu'ils soient de Harlem ou non, tous les mercredis soirs, pour 25 $ seulement, c'est là où il faut être. L'autre institution du quartier, c'est Jimmy Jazz, cette petite chaîne du Bronx et de Brooklyn et de Harlem. Je t'emmène. La 125e, c'est aussi la grosse chaîne Foot Locker. Mais on est sur Harlem, donc tu vois, il y a le petit détail 125e, Foot Locker Street. On a ce rapport à Harlem très important. Tu vois ici, tu vas trouver un rapport au Rucker Park avec les Westsiders. Jordan 5, Jordan 13, Jordan 5, Jordan 11 même. Et la 6 qui vient récemment de sortir. Beaucoup plus de soldes aussi par rapport à des Foot Locker qu'il peut y avoir plus traditionnels sur Midtown. Une gamme de produits quand même plus adaptée à la culture streetwear et hip-hop. Et à côté des grandes chaînes, tu as aussi des revendeurs particuliers, un peu comme Flight Club plus loin dans Midtown. On vend ses chaussures sous cellophane, mais également des chaînes en or. D'un côté les sneakers, et de l'autre, les chaînes en or et les bagues. Welcome to Harlem. Et à quelques pas de la rue commerçante, tu te retrouves vite fait en zone résidentielle avec ces fameuses brownstone. Brown, ça veut dire marron, stone, ça veut dire pierre. Et en fait, ces maisons étaient à la base des maisons pour les riches new-yorkais qui venaient ici en villégiature dans le nord de Manhattan. On était à 2h30 de Calèche, le train n'était pas encore là. Et surtout, la grande migration des Noirs du Sud à la fin de la guerre de sécession en 1865 n'avait pas encore eu lieu. Ce qui fait que Harlem était pour les riches new-yorkais. Harlem a changé démographiquement à partir des années 1910. En 1910, vous aviez 10% de Noirs à Harlem. En 1920, 30% noirs à Harlem, et en 1930, on se retrouvait à 70% noirs à Harlem. Donc c'est vraiment un quartier qui reste architecturalement magnifique et qui permet vraiment d'apprécier, en plus du streetwear, un côté vraiment très très local. On a l'impression d'être dans un film de Spike Lee. Fantastique. On ne pouvait pas finir cette petite balade dans Harlem sans te montrer un des nombreux terrains. Le sport ici est roi, le basket encore plus. La densité de New York a imposé 30 000 habitants au kilomètre carré, a imposé la construction de terrains de basket et non pas de terrains de foot US beaucoup plus grands. Donc c'est vraiment ici à Harlem que le sport est roi, que le basket est roi. Comprendre cette culture, c'est s'approcher tous les jours de son quotidien, de ses gens, de ses shops, de ses vitrines. Bref, viens à Harlem, c'est important. Donne ton argent à des black business, soutiens cette cause et je te dis à bientôt sur Sport en France. Donc, comme on vient de le voir dans ce reportage d'Emeric, Harlem, c'est plutôt hype. Je me tourne vers Dylan Afomama, le joueur de Pro B à Tours. Dans quelle ville tu as pu jouer qui te permet d'être un peu dans cette hype, on va dire, je me sens bien sur le terrain et à la fois dans l'environnement de la ville proposée? Bah, après, j'ai fait que 4 clubs, en vrai. Donc, je dirais Tours. Hein. Tours? Ouais, ça a été la meilleure ville que j'ai faite pour l'instant. Au niveau de la ville, c'est un peu, on va dire, comme Paris. C'est un peu comme Paris, c'est un peu étudiant. C'est pas loin de ma famille. Et après, dans le basket, je me suis senti vraiment le mieux cette saison. Donc, ouais, je vais dire Tours. New York, tu connais? Non, jamais allé. Si demain, drafté, NBA, New York, il est possible de jouer correctement, mais de ne pas être attiré par tout ce que la ville peut offrir? Ouais, je dirais. Il a survécu à Tarbes-Lourdes. Tu vois, il partait pas à l'église tous les 4 matins, il était posé, calme, cadré. C'est bon, je peux aller partout là. Bon. Allez suivre les stories d'Emeric sur Instagram, @fraîcheur. Il y a beaucoup plus que ces 3 minutes 30. Vous pouvez le suivre, l'accompagner, lui donner de la force. Il y a pas mal de sujets autour du sport, du basket et de la culture un petit peu sociétale aux États-Unis. On avance, messieurs, on va parler NBA dans le débat de la semaine. Alors, messieurs, le débat de la semaine va tourner autour des grandes stars de la Ligue et de l'internationalisation de la NBA. Depuis le phénomène Dream Team, on voit de plus en plus de joueurs non américains venir en NBA, faire carrière, exceller, voire même gagner des titres. Tony Parker, bien sûr, en fait partie. On pense à Dirk Nowitzki aussi. On va se poser la question de savoir si aujourd'hui, on est quelques années après la Dream Team, hein, bien sûr, même 30 ans après, très exactement, donc ça ne nous rajeunit pas.
Est-ce que on va dire le fantasme d'une ligue internationale peut exister? Est-ce que les Américains également sont toujours dominateurs en inside de leur propre ligue? Et si c'est pas le cas, quel non-américain aurait les épaules les plus larges pour tenir un petit peu la ligue, on va dire, en respect à la fois sur le jeu, mais aussi sur l'aspect un petit peu représentation, marketing et image. On sait que ça compte beaucoup. Je vais tout de suite me tourner vers nos deux camarades du côté des États-Unis pour poser cette première question, qui sera plutôt liée aux non-américains, sur le profil qui, selon vous, aurait le plus de chances, d'opportunités d'être le leader, on va dire, marketing, l'image de la franchise. Je pose une question à Melvin. Ah bah c'est facile, ça va être Jokic et ses chevaux, évidemment. Non, bien sûr que non, ça va être... Pour moi, c'est Giannis, là, il l'a déjà prouvé en étant double MVP, en étant MVP des finales NBA la saison dernière. C'est quelqu'un qui véhicule des valeurs qui sont extrêmement positives, et c'est aussi, il vend un peu ce rêve international de se dire, si tu regardes la NBA et que tu es au fin fond de la Grèce, au fin fond de la Chine, au fin fond de je ne sais pas où, tu peux prétendre à aller en NBA. Donc je dirais Giannis en premier, et sûrement Embiid et Luka Doncic en second. Dylan, si on doit imaginer un leader de ligue NBA non américain, à quel joueur tu penserais en premier? Moi aussi, je penserais à Giannis. Hein. Giannis? Ouais, parce que... Marketing, jeu, tout y est, quoi. Ouais, tout y est. Dans son jeu, tout le monde veut le voir jouer. C'est un joueur très impressionnant. Il n'y en a pas deux d'école mis dans la ligue. Et en dehors du basket, on n'entend pas parler de lui dans des affaires un peu bizarres ou quoi. Il reste dans ce qu'il doit faire. Il est très humble par rapport à ce qu'il a pu vivre dans sa jeunesse et par quoi il est passé pour arriver là. Donc c'est un joueur qui est beaucoup respecté. Et qui véhicule peut-être une bonne image, finalement. Ouais, voilà. Raphaël? Moi, je suis plus modéré. C'est vrai que si on parle vraiment du sportif, c'est clair qu'il est dominant aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Après, des fois, on sait que les Américains, ils n'aiment pas quand c'est trop lisse. Et c'est vrai qu'un Doncic, par exemple, avec son caractère, ou qui boit une petite bière pendant les playoffs, ça, ils aiment bien. Et après, c'est vrai qu'un Embiid aussi, avec une grande bouche, et l'interview, voilà, on s'en souvient, punchline, etc., ça s'y prête aussi. Mais Embiid, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a du mal à être 82 matchs sur le terrain et qu'il n'est pas encore au top niveau collectivement. Donc, à l'image d'un Larry Bird, j'ai envie de penser à Doncic. Ouais. Plutôt à Doncic. On peut poser la question aussi à Antoine. Joel Embiid, qui est donc camerounais, qui porte aussi un petit peu le continent africain. Est-ce qu'il a aussi cette opportunité sur le plan marketing, bien sûr du jeu, d'être considéré un jour comme le visage de la Ligue? Oui, quelque part, en tout cas, le joueur dominant, quoi. C'est-à-dire qu'il impose physiquement, etc. Il a ce côté-là. Raphaël l'a très bien dit, le côté trash talker est toujours bien vu aux États-Unis, donc il le fait très, très bien. Après, je pense que tous ces joueurs n'auront toujours pas quand même ce petit truc du rapport au public américain, parce que ils le sont pas, ils n'ont pas cette nationalité, ils n'ont pas tout à fait exactement le même parcours, un peu la même culture quand même, parce qu'ils les embrassent généralement assez facilement. Mais il y a un petit truc quand même qui manque par rapport à un joueur du cru, on va dire. Allons sur peut-être les MVP de la saison. Cette année, vous êtes déjà au courant, mais on peut le reciter. Nikola Jokic donc, est élu MVP. Il y avait une discussion d'ailleurs avec un autre non-américain qui était Joel Embiid. Et dans la liste de 3, il y avait Giannis Antetokounmpo. Mehdi Nguama était assis à ta place il y a encore quelques semaines, Dylan. Et lui n'était pas surpris du fait que les Américains ne soient plus cités parmi les meilleurs joueurs de la saison NBA. Une chose qui est sûre, c'est que ça fait 4 ans que l'Europe ou l'Afrique domine la NBA. Constante. Si tu vois les 3 derniers de la liste, c'est Nikola Jokic, Joel Embiid, Antetokounmpo. Il n'y a pas un Américain dedans. Tu veux énerver Angelo, hein? Mais donc le reste du monde progresse. Le reste du monde progresse et c'est énorme. Et domine même. Domine. C'est un mot important que tu viens de dire là. Pendant 4 ans. Raphaël,
Est-ce qu'on peut... la question est un peu polémique. Hein. On sait que les Américains sont encore très, très moteurs de leur ligue sur le plan du jeu. LeBron, Steph, Paul George, Kawhi, etc. sont encore des très, très forts joueurs. Mais dans la liste des 3 MVP, là, Giannis a été MVP en 2018, 2019, 2020, donc le grec. Et Nikola Jokic, double MVP 2020, 2021, 2021, 2022. Est-ce que les Américains se désintéressent, entre guillemets, de la saison régulière et essayent de mettre un petit peu le... Non, je pense que c'est plus une question de contexte. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on peut se rapprocher un peu du hockey. C'est vrai que quand on regarde le hockey, historiquement, c'est une ligue américaine, mais il y a quand même des Européens, des Canadiens, et c'est un mixte. Et après, selon la période du moment, ça va être des fois un Européen, ça va être des fois un Américain, mais je ne peux pas dire que ce soit une norme aujourd'hui. Il y a quand même sorti des KD, des LeBron James, et il y en aura d'autres. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus dépendant uniquement du vie américain. Maintenant, ça travaille bien à l'international. Là, une prochaine étape, c'est la balle. Quand on voit qu'on développe la NBA maintenant en Afrique, etc., il y aura encore plus de prospects qui vont arriver. Donc non, c'est juste maintenant que voilà, tout le monde a ses chances. C'est pas juste les Américains. Melvin, je fais réagir sur justement l'internationalisation, je vais y arriver, de la Ligue. Toi, tu observes ça depuis quelques années maintenant aux États-Unis. Les joueurs américains sont bien sûr formés encore très très forts, mais comment tu vois en fait l'arrivée d'un Luka Doncic ou d'un Jokic à la tête de la NBA? Déjà, je pense qu'il faut revenir sur l'histoire, c'est-à-dire qu'avant les Doncic, avant les Giannis, etc., il y a eu les Dirk Nowitzki, il y a eu les Tony Parker, il y a eu les Pau Gasol qui ont vraiment permis à ce qu'on aille chercher et à ce qu'aller chercher des joueurs européens qui sont déjà forts et qui peuvent être un franchise player, ce soit entre guillemets normal. On le voit aujourd'hui. Après, comme le disait Raphaël, il faut quand même, je pense, rajouter le contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des superstars non américaines, il y en a 4. Il y a Jokic, Giannis, Luka et Joel Embiid. Après, on peut parler de Rudy Gobert, de Pascal Siakam, mais c'est vrai qu'ils sont, je pense, quand même un niveau en dessous. Alors que si tu regardes les stars américaines, il y en a je ne sais combien. Et il suffit de regarder, on parle de dominer la NBA, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, oui, il y en a les 3 premiers pour le titre de MVP, mais au final, il y en avait une en finale de conférence, il y en a 0 en finale NBA. Donc, pour moi, je pense que les Américains dominent encore leur propre ligue. Après, par contre, c'est vrai que quand tu parles de ligue internationale, alors je ne pense pas qu'on verra de franchise à Paris ou ailleurs, mais par contre, on va avoir beaucoup plus de joueurs internationaux qui viennent et qui ont vraiment un rôle de star, et je pense que ça va être de plus en plus accepté. On va aller sur notre 3e thème et discussion autour de ce grand thème, justement ce fantasme ou non d'avoir une NBA vraiment régnante sur le plan international. Le commissionnaire, donc le big boss de la NBA, Adam Silver, s'était exprimé en début d'année, c'était en janvier sur ce point. Les opportunités de croissance, en particulier en dehors des États-Unis, sont énormes. L'objectif est de se concentrer sur une entreprise axée sur les consommateurs et d'engager les fans de manière directe à travers une expérience plus personnelle et interactive. Voilà le début de la déclat d'Adam Silver. Il comprend qu'il y a un intérêt business et marketing, mais de là encore à développer le sportif ailleurs qu'aux États-Unis, il y a encore une marche à franchir. Est-ce que Dylan, c'est vrai que c'est une discussion qui revient à chaque fois, une NBA internationale ou pas, est-ce que ce serait intéressant pour des joueurs français, d'avoir une opportunité d'être en lien avec la NBA si jamais il devait y avoir une franchise en France ou ailleurs? C'est sûr que ça serait intéressant, ça ouvrirait des portes pour pas mal de joueurs et pour pas mal de pays aussi. On sait qu'en Europe, il y a quand même du beau basket. C'est un basket qui est totalement différent du jeu des US. Donc je pense qu'au fur et à mesure des années, il y aura pas mal de joueurs européens qui vont pouvoir être amenés à intégrer la Ligue. Donc ça serait que un plus de pouvoir faire ce genre de choses. Par exemple, pour la Ligue africaine, qui est en relation avec la... quoi. Ouais, voilà, ça va ouvrir plusieurs portes et ça va donner plusieurs possibilités à d'autres joueurs non américains de pouvoir rêver plus grand, on va dire. Melvin, je te voyais réagir de la tête en disant non, non, non. Quelle est la priorité d'Adam Silver et de la NBA aujourd'hui? Est-ce que c'est d'aller faire de cette ligue une ligue d'expansion ou c'est plutôt peut-être de réactiver des franchises? On parlait de Seattle il y a encore quelques semaines, de réactiver quelques franchises historiques de NBA.
Oui, je pense que c'est plus ta deuxième réponse, c'est-à-dire que la rumeur, et Antoine pourra me corriger, c'est que a priori il y aura 2 nouvelles franchises avec Seattle et Las Vegas dans quelques années. Après, quand je faisais le nom de la tête, c'est que pour moi il y aura jamais de franchise NBA en Europe. Et pourquoi c'est d'un point de vue logistique, c'est-à-dire imaginez si vous devez faire des déplacements entre San Francisco et la nouvelle franchise à Paris. C'est juste complètement, je veux dire, c'est pas réaliste. Par contre, après, au niveau internationalisation, la Ligue est déjà internationale. Et je pense qu'on voit qu'il y a déjà, par exemple, avec la NBA G-League, il y a une équipe maintenant à Mexico, mais encore une fois, c'est sur le même fuseau horaire. Mais par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se demander, est-ce qu'il pourrait y avoir des passerelles entre les franchises NBA et les clubs européens, et les clubs africains, et les clubs asiatiques, un peu sur le même modèle que la G-League, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, le Real Madrid pourrait être partenaire avec Dallas et avoir peut-être une priorité pour essayer d'aller prendre des joueurs du centre de formation du Real Madrid? Moi, c'est ça qui m'intéresserait, mais je pense qu'il n'y aura jamais de franchise pure NBA en Europe ou ailleurs dans le monde. Réaction de Raphaël Desroses sur ton dernier propos. Non, je rejoins sur le côté, il n'y aura pas de franchise. À mon sens, c'est pareil, c'est trop compliqué logistiquement. Ouais. Pareil, de faire du Real Madrid une équipe, entre guillemets, réserve d'une équipe NBA, il y a trop de fierté en Europe pour ça. Par contre, le modèle qui est en train de s'installer en Afrique avec la balle, ce qu'on voit en Australie avec des partenariats, c'est vrai qu'avec entre guillemets, des billes dans chaque club, je vois ça se faire peut-être une NBA Europe à terme, parce qu'on sait qu'il y a des discussions là, avec l'Euroleague et l'Eurocup, etc., pour essayer d'avoir un championnat. Je pense avoir la main mise un petit peu comme sur les championnats avec des parts, ça j'y crois. Une NBA Europe, une NBA Afrique, entre guillemets, donc la balle, faire ça sur chaque continent, j'y crois. Par contre, avoir des relations directes entre des clubs historiques comme Madrid et des franchises NBA, je pense qu'il y a trop de fierté pour que ça se fasse. Antoine, je ne t'ai pas entendu sur le sujet. Une NBA Europe au sens conférence, franchise en Europe, ça reste un fantasme aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Après, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des travaux. Effectivement, on voit ce qui est un petit peu en train de se mettre en place. Je dirais qu'il y a aussi un petit peu un problème de salle, d'ambiance. C'est-à-dire que la NBA, c'est aussi un produit. Et aller voir un match NBA ailleurs qu'en NBA, j'ai rien contre le match à Paris, mais c'est pas la même chose que d'aller voir un match NBA aux États-Unis. Donc, il y a quand même des petits soucis autour de ça qu'il faudrait quand même régler, sur lesquels il va vraiment falloir bosser pour arriver à un projet un peu plus abouti dont on peut vraiment discuter. Bon, l'actualité en tout cas, là on fantasme un petit peu, mais l'actualité, on le rappelle, c'est le 19 janvier 2023. Les Chicago Bulls seront donc à Paris avec les Detroit Pistons pour un match de saison régulière, donc un match officiel. Hein, c'est pas de l'exhibition, c'est un match qui comptera pour la saison régulière à venir. On a fait le tour, messieurs, de notre discussion. On va discuter maintenant avec Dylan Afomama dans l'ITV décalé. C'est parti. Dylan, c'est un peu le moment détente de l'émission, donc prends-le comme ça, il n'y a pas de souci. On va se faire avec toi une petite idée, une TV décalée qui va nous permettre de te connaître un petit peu plus. Voilà, les gens de Tours ou ailleurs te connaissent, mais le grand public peut-être un petit peu moins. On va essayer de savoir quels sont tes goûts. On se fait une ITV, tu préfères. D'accord ? Qu'est-ce que tu préfères entre ça et ça ? Ça te va ? Ça marche. Attention, est-ce que tu es prêt ? Tu préfères les sorties en boîte de nuit ou les soirées entre amis? Je préfère les soirées entre amis. Soirées entre amis? Ouais. Boîte de nuit, non. De temps en temps, mais c'est mieux une petite soirée chill avec tes potes, à la maison tranquille. Ok, on parle de chill justement. Tu préfères les vacances chill à la plage ou alors les vacances un peu actives en mode randonnée où on visite, tu vois, quelque chose de touristique un peu? Non, je préfère me poser à la plage. Poser à la plage? Ouais. Ok. Karim Benzema ou Kylian Mbappé? Ah, difficile. Je dirais Benzema. Benzema, parce que cette année, ce qu'il fait, c'est très fort. Il a été pendant un long moment sous-coté. Il a continué à travailler, il a continué à bosser pour pouvoir revenir même en équipe de France. Et là, ce qu'il a fait avec le Real Madrid cette année, c'est 5 Ligues des Champions, on rappelle quand même, c'est incroyablement fort. Ton titre de dunker au All-Star Game ou une pige match NBA dans l'équipe que tu veux?
Ça paye plus la pige. Hein. Ouais. Minima NBA. Oh, la pige. Hein. Tu prends la pige? Ouais. Ok. Tu préfères cinéma, théâtre ou concert? Cinéma. Cinéma? Ouais. Dernier film que t'as vu? Dernier film que j'ai vu, c'était Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Le dernier qui est sorti là. Quelque chose de marrant. Ouais. Petite comédie française marrante. Dunker fou, hein, on le sait. Zach Lavine ou Aaron Gordon? Je dirais Zach Lavine. Zach Lavine? Ouais. Parce que plus élégant quand il dunk. J'aime bien sa manière de sauter, comment il est en finition. Ça, c'est beau à voir. C'est beau à voir, je confirme. Tu joues aux jeux vidéo? Ouais, ça va. Fortnite ou NBA 2K? Non, NBA 2K. Pas Fortnite. Hein. Tu prends quelle équipe à NBA 2K? Je prends en Philly. Ok. T'es bien avec Joel Embiid. Ouais, ça va. À l'intérieur. À l'intérieur, on ressort un peu pour Harden. Et boum. Il a bon goût quand même, hein. Pas mal. Ouais. Tu préfères le style de Russell Westbrook ou la barbe de James Harden? Moi, je préfère la barbe d'Harden. Donc le style de Westbrook, non. Des fois, mais... C'est un peu trop... Il abuse un peu. Regarde, il y a quelques images, si tu veux les voir là. Westbrook, voilà. Il n'y a pas de photo à Cannes, là, cette semaine? Est-ce que toi, justement, tu fais un peu attention à ton style, fashion ou pas? Ouais, franchement, ça va, je fais un peu attention à moi. Après, je te cache pas que je touche très souvent en jogging. Sur vêtements? Ouais, tout le temps, pratiquement. On a quelques images, là. Ils ont été chercher. On bosse un peu, hein. Lucien, chef d'édition, bosse, trouve quelques images. Ok, bon. Un peu Westbrook ou pas? Non, je suis encore loin. Bon, dernière question, elle est pas fan. Non, j'en ai peut-être une autre d'ailleurs de questions que je viens de trouver là maintenant. Donc avant-dernière question, le tir de Ben Simmons ou celui de DeAndre Jordan? La gestuelle de tir de Ben Simmons ou celle de DeAndre Jordan? Je vais prendre la gestuelle de DeAndre Jordan. C'est vrai? Ouais. On en parlait en plus avec Raphaël il y a quelques jours. C'est vrai que DeAndre Jordan, ça va quand même. C'est juste qu'il est pas... Le pire, c'est que Ben Simmons aussi. Enfin, est-ce qu'on parle en match ou à l'entraînement quand il n'y a pas de caméra? Parce que c'est ça. Écoute, on parle de ce qu'on voit, donc on va dire en match. En match, il a des tocs. Ok. Piqué, mais Toi, tu choisirais quoi là, rapidement, entre les deux? Franchement, moi... Raphaël, ancien shooter, il faut le dire. Ouais, non, moi je prendrais Ben Simmons, mais je mettrais un autre cerveau, un autre mental. C'est dans la tête, clairement. Quand on voit les séries qu'il peut faire, moi qui m'attarde beaucoup à corriger les shoots de beaucoup de joueurs, c'est pas si atroce que ça, quoi. Ok. Dernière question, LeBron ou Jordan, tu préfères? LeBron James ou Michael Jordan? Jordan. Il est bien, il est très bien. Je savais qu'il fallait qu'on l'invite, Dylan Afomama. Bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais si, celle-là, elle est pas mal finalement. On a un dernier focus à faire, messieurs. On va parler de la finale NBA qui va opposer les Warriors aux Boston Celtics. Il nous reste quelques minutes pour parler quand même d'un gros morceau. On va essayer de le faire de manière structurée. On avait fait il y a quelques semaines, Dylan, nos pronos. On va peut-être les remontrer. On va montrer surtout qu'on était très très loin du compte, puisque voilà, on avait quasiment tous vu les Bucks arriver loin et les Suns aussi. Finalement, il n'y a pas les Bucks, il n'y a pas les Suns, il reste les Warriors. Donc on voit un peu ma tête avec Warriors contre Bucks. Donc je suis presque bon, sans l'être vraiment. Donc voilà, enlevons vite ce tableau, hein. Clairement, on va surtout se focaliser, messieurs, sur un focus en plusieurs points. On va faire des match-up et on va faire match-up coach, match-up star d'équipe, match-up 5 majeurs, match-up banc. Okay, et vous me dites, à la présentation des éléments qu'on va vous montrer, ce qui vous hype le plus et qui a l'avantage. Okay, avant ça, on va peut-être partir sur la présentation quand même des deux équipes, et notamment celle des Warriors, puisque c'est une équipe qui trust les finales NBA depuis quelques saisons maintenant. 6 fois championne, hein, dans son histoire, mais 3 fois récemment, 2015, 2017 et 2018. Et il y a 5 finales de suite quand même pour les Warriors. Donc on voit le tableau s'afficher. Donc ça fait quand même une belle présence en finale NBA. Et puis on a d'un côté une autre franchise historique qui est celle des Celtics, qui a gagné pas loin de 17 titres NBA. Donc c'est la franchise la plus titrée de l'histoire. Je crois qu'elle est à égalité avec les Lakers. Voilà, donc on présente un petit peu bien sûr le panorama. Donc voilà, les Lakers et les Celtics avec 17 titres, les Bulls de Jordan et les Warriors
6 titres, et puis bien sûr Greg Popovich, 5 titres, dont 4 pour Tony Parker. Donc voilà un peu de quoi on parle quand on parle des équipes qui vont s'affronter dans quelques jours en finale. Allons tout de suite peut-être sur notre premier focus, le coach. Ouais. On va parler de coach avec un coach, justement. On peut voir le tableau. Ime Udoka, donc première expérience de coach à la tête des Celtics, première finale NBA, quand même, il faut le noter. Et Steve Kerr, donc lui, on n'est pas à sa première, ce sera sa 6e finale avec les Warriors. Donc voilà, 8 ans d'expérience, 6 finales, 3 titres pour l'un. Une année d'expérience pour Ime Udoka et un titre acquis en tant qu'adjoint de Greg Popovich en 2014. Question courte, réponse courte pour vous tous. On commence par Raphaël. Avantage Steve Kerr. Avantage Steve Kerr. Ouais, bah, forcément, il a l'expérience. Il a déjà été dans les grands rendez-vous avec cette équipe-là en plus. Okay. Vraiment, il a du vécu. Alors qu'Udoka, aujourd'hui, il est en train d'apprendre. Il risque d'apprendre sur le tas. Et c'est ces petits détails qui peuvent faire la différence. Et Cole Popovich pour les deux. Hein. Oui, Cole Popovich, ça c'est clair. Et 2 coachs quand même qui ont montré leur valeur. Parce que quand on se rappelle le début de saison des Celtics, on voit qu'il y a eu du travail de fait et une évolution. Dylan, avantage. Avantage Steve Kerr, l'expérience. Okay. Il connaît cette équipe. Après, l'autre coach, il vient d'arriver, donc forcément, il va faire des petites erreurs que Steve Kerr ne va pas forcément faire avec l'expérience qu'il a. Il a déjà fait 6 finales, donc je pense qu'il a quand même pas mal d'avance. Ouais. Melvin, clairement, Steve Kerr, avantage sur Ime Udoka? Non, pas clairement. Il y a un léger avantage, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup de l'inexpérience d'Udoka, mais depuis 2015, on a quand même, je crois, que 5 ou 6 coachs rookies qui sont arrivés en finale et 3 qui ont gagné la finale. Steve Kerr était l'un d'eux en 2015, Tyrone en 2016, Nick Nurse en 2019. Donc, pour moi, oui, il y a un léger expérience pour Steve Kerr, léger avantage pour Steve Kerr, mais c'est pas ce qui va faire la différence sur la série. Ah, mais la petite différence là aussi, de contexte, c'est que c'est une équipe aussi avec des jeunes joueurs inexpérimentés. Alors que quand on a un LeBron James dans son équipe, un Kawhi Leonard, c'est vrai que ça compense un peu ce manque d'expérience. Mais après, c'est vrai que je te rejoins, il n'y a pas non plus un monde d'écart entre les deux. Alors le bilan, pour situer un peu les performances des deux coachs, on peut y aller, la bataille tactique. Donc en saison, c'est 51-31 pour Ime Udoka et 53-29 pour Steve Kerr. Et en playoff, c'est 12-6 pour Ime Udoka et 12-4 pour Steve Kerr. Donc c'est assez proche. On se donne tous à peu près l'avantage au niveau de Steve Kerr, on est bien d'accord. Ouais, courte tête ou réel avantage, c'est quand même Steve Kerr qui passe devant. On avance, messieurs, on va sur le duel des MVP. MVP de finale de conférence pour Steph Curry, le trophée Magic Johnson, le nouveau trophée nommé Magic Johnson. Et pareil, un trophée de MVP pour Jason Tatum, l'homme de Raphaël Desroses. Donc on vous fait pas de surprise quand on parle de ces deux joueurs. À mon avis, ça va tourner autour de leur performance. Qui a l'avantage, Raphaël? Si je commence, moi je dirais quand même... j'ai envie de dire Tatum. Pourquoi? Parce que Curry a quand même la pression des finales. C'est vrai qu'on lui remet toujours dans la tête qu'il n'y a pas de titre de MVP des finales, donc ça peut être un petit truc. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il y a un paramètre qu'on oublie souvent au basket, c'est la défense. Et moi là, j'ai un attaquant et un stopper, 2 en 1. Alors que quand on prend Steph Curry, même si aujourd'hui c'est un mec qui est impliqué en défense, c'est pas un boulet, mais c'est quand même quelqu'un qu'on va cibler sur la pick and roll, etc. Donc si on prend toute la globalité et qu'on n'oublie pas la défense comme on le fait souvent, j'ai envie de pencher un peu vers mon rookie des finales. Dylan, malgré l'expérience, je rajoute un petit point, malgré l'inexpérience de Tatum a l'avantage sur Curry sur cette finale NBA? Ouais, pour moi, je dirais plus un peu Tatum. Ok. Et c'est, comme il a dit Raphaël, c'est des deux côtés du terrain. Il est capable d'étouffer son adversaire en défense et de, on va dire, lui écraser la tête en attaque. C'est vraiment, malgré son jeune âge et le fait qu'il n'ait pas d'expérience de finale, il est quand même... ça reste quand même un très fort joueur. Donc je pense que pendant ces finales, il va prendre un peu les Celtics sur son dos pour pouvoir aller chercher son premier titre. Ok, on peut peut-être présenter le palmarès de Jason Tatum, jeune joueur, 24 ans, 3 fois All-Star, 2 fois All-NBA Team et donc MVP des finales de conférence Est. Et puis on peut, puisqu'on est sur le focus joueur, parler de l'énorme palmarès de Stephen Curry. 3 fois champion NBA, 8 fois All-Star, 8 fois All-NBA Team, 2 fois MVP, dont 1 à l'unanimité, le seul et l'unique de l'histoire. Et donc MVP MVP des finales de conférence, trophée Magic Johnson, et puis MVP du All-Star, c'est anecdotique, mais c'est encore un trophée qu'il a pris cette saison. Melvin, est-ce que tu peux contrebalancer un peu Steph Curry? Est-ce que tu peux le remettre dans la discussion ou pas?
Avec grand plaisir. On a aussi oublié meilleur shooter de l'histoire et de loin à ce beau palmarès. Je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit sur Steph de la part de Raphaël au niveau de la pression. Honnêtement, quand tu vois le palmarès qu'il a, je pense qu'il n'y a aucune pression. Lui, personnellement, ne pas avoir le titre de MVP des finales, ce n'est pas quelque chose qui l'empêche de dormir. Et je ne pense pas qu'il va déjouer pour essayer absolument d'avoir ce titre-là dans les 2 semaines qui arrivent. Après, ce qu'on n'a pas dit, je suis d'accord que défensivement, Tatum est meilleur, effectivement. Maintenant, Curry a énormément progressé là-dessus. C'est plus un défenseur que tu peux attaquer comme c'était dans le passé. Et puis après, ce qui n'a pas été dit, c'est que Steph Curry, c'est le système de Golden State. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Et c'est un système qu'on connaît. C'est un système qui est fait autour de son mouvement, autour de sa menace du tir à 3 points. Et derrière lui, tout suit. Donc pour moi, c'est avantage Steph Curry et j'espère qu'il aura ce titre de final MVP, mais même s'il ne l'a pas, je pense que ce ne sera pas la fin du monde. Antoine, je ne te fais pas réagir sur les focus joueurs. On va aller directement avec toi sur les 5 majeurs supposés des équipes qui vont se retrouver en finale dans quelques jours maintenant. Ce sera le 2 juin du côté de San Francisco pour le match 1. Nous, on a en starting line-up, donc 5 majeurs, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green, Kevin Looney. Et pour les Celtics de Boston, Jason Tatum, Al Horford, Jaylen Brown, Marcus Smart, Robert Williams III. Avantage à qui, Antoine, quand tu vois ces 2-5 majeurs? Il va y avoir des tout petits changements ici et là, on va voir, mais j'ai envie de dire forcément les Warriors parce que l'expérience, on l'a mentionné sur beaucoup de choses. Je vois aussi que Andrew Wiggins a passé une vraie étape. Maintenant, il y a quand même une vraie cohésion. C'est un groupe qui a été ensemble, qui est passé par des épreuves du côté de Boston. Donc, ils vont montrer des choses intéressantes aussi. Et au niveau du jeu, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé chez les Celtics, c'est ce côté bulldozer, un petit peu indéboulonnable, à l'image de son coach aussi d'ailleurs, pour revenir sur le premier sujet. Et donc, j'attends quand même de voir un petit peu ce qui va se passer au premier et au deuxième match. Les bancs, rapidement. On y va, messieurs, sur les bancs. Vous voulez discuter 5 majeurs un peu? On n'a plus trop le temps. On mélange les deux. Alors, on montre le banc aussi, puis on discute globalement. Donc les bancs des Warriors, c'est Jordan Poole, Bjelica, Moses Moody, Jonathan Kuminga et Otto Porter Jr. On a oublié un André Iguodala, Melvin, mais on ne sait pas s'il sera valide. Grant Williams, Derrick White, Peyton Pritchard, Malik Fitz et Luke Cornett pour les Celtics. Qui a le meilleur banc, Raphaël? Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment le meilleur 6e homme, il est du côté de Golden State. Ouais. Et que c'est quand même assez équilibré. Moi, je pense sur Golden State. Parce que 5 majeurs, je penchais plus sur les Celtics. Ouais. Parce que une raquette plus dense, je pense, plus polyvalente. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a Jordan Poole qui peut sortir du banc, c'est un vrai relais de Steph Curry le jour où il essaie d'être trop près, etc. Donc, il y a vraiment un joueur qui peut faire la différence, contrairement au banc des Celtics qui est très bon, mais il n'y a pas ce mec qui va changer le cours d'un match. Dylan, 5 majeurs, bon, qui est l'avantage? 5 majeurs, je dirais les Celtics. Parce que la raquette, elle est plus dense. C'est un homme des Celtics, hein. Ouais, sans que, quoi qu'il arrive, Celtics. Non, après, sur le banc, je dirais les Warriors, parce qu'ils ont vraiment 1 ou 2 joueurs qui peuvent sortir du lot et amener beaucoup plus de pep si l'un des 2 cadres, Steph ou Klay, ils sont un peu en dessous. Et les Celtics, on va dire, leur banc, c'est plus collectif. Okay. C'est plus une équipe du collectif où ils vont faire tourner leur jeu et ils vont être forts plus collectivement qu'individuellement comparé au banc des Warriors. Ok. Je vais vers Melvin. Même question pour toi, banc et 5 majeurs. Messieurs, réfléchissez vite sur une question courte sur un éventuel facteur X que vous pourriez identifier aussi sur ces finales. Ça peut être un mec du banc ou justement un starter qui pourrait surperformer. Melvin, rapidement, banc et starting line-up des 2 équipes, qui a l'avantage? Ouais, sur le starting line-up, pour moi, c'est extrêmement serré. C'est 2 équipes qui défendent. On parle beaucoup de la défense des Celtics, mais la défense des Warriors était la 2e meilleure défense de la Ligue cette saison. Et en commençant Kevin Looney en poste 5, ils mettent vraiment l'action sur cette assise défensive. Maintenant, au niveau du banc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de banc pour les Celtics. C'est-à-dire que les Celtics, il y a 2 joueurs. Il y a Grant Williams et Derrick White qui sont dans la rotation. Il y aura peut-être Peyton Pritchard sur quelques minutes dans les premiers matchs, mais Boston joue à 7.
Côté Warriors, il y a les 5 joueurs qu'on a mis sur le graphique. On a oublié André Iguodala, comme tu l'as dit, on va voir s'il va jouer. Mais on a aussi également surtout oublié Gary Payton de second, qui devrait être de retour après s'être cassé le coude contre Memphis. Et s'il est de retour, ça sera quand même une grosse plus-value pour les Warriors, parce que c'est un joueur qui est une peste en défense, c'est un joueur qui est très intelligent en attaque avec ses coupes, qui peut mettre un peu dedans. Donc le banc et la profondeur de banc va du côté de Golden State, et je pense que Steve Kerr a plus de cartes dans son jeu à jouer dans ces finales que Ime Udoka. Factor X, identifié, est-ce qu'on en a, messieurs? Moi, je dirais Jordan Poole. Jordan Poole? Ouais. Moi, Klay Thompson. Klay Thompson? Moi qui revient quand même bien, il a eu des coups de chaud comme on avait connu dans ses précédentes campagnes de play-off. Et pour moi, ça peut être un vrai baromètre. Et surtout, quel canne il aura en défense. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il retrouve du bras pour attaquer, mais est-ce qu'il va pouvoir stopper un Jaylen Brown en face? On a des images de Klay Thompson qui est revenu tardivement, bien sûr, après 2 saisons non jouées pour des blessures graves. Il y a comme des stats, 19,8, 4 rebonds, 2,4 passes et quasiment 56% au tir à 3 points. Je crois que c'est les stats de play-off. Klay Thompson, un bon choix. Tu confirmes rapidement, Melvin? Dis-moi. Alors, je confirme ce que dit Raphaël. Après, je pense que défensivement, il aura moins de mal. Par exemple, si vous le mettez sur un Damian Lillard, sur un Ja Morant, aujourd'hui, il a beaucoup plus de mal qu'avant ses 2 blessures. Par contre, je pense que sur Tatum et Brown, il devrait pouvoir tenir le coup. Les 56% à 3 points, c'est pas la bonne stat. Il est autour de 40%, qui est toujours énorme en play-off. Après... Factor X, oui. Moi, je verrais plus Andrew Wiggins en Factor X côté Warriors, parce qu'il fait, comme le disait Antoine, des playoffs magnifiques. Il va être le premier défenseur sur Jason Tatum. Et est-ce qu'il peut continuer à mettre dedans, à donner entre 15 et 20 points aux Warriors, et à continuer surtout à être extrêmement actif au rebond offensif? C'est quelque chose qui a vraiment souri aux Warriors dans les 3 premières séries. Et dernièrement, pour les Celtics, mon Factor X, c'est Derrick White, parce qu'il va être laissé seul par les Warriors. Donc, est-ce qu'il met dedans ou pas? Ça pourrait décider plusieurs matchs. Les finales NBA, c'est le 2 juin prochain. On s'en approche. On reviendra, nous, la semaine prochaine pour débriefer les 2 matchs. On aura la chance d'avoir Melvin du côté du Chase Center. Donc, on profitera de sa présence pour prendre un petit peu le pouls et puis débriefer aussi les contenus, notamment d'après-match. On va remercier Raphaël Desroses, qui faisait sa première dans Hype. Merci. Merci d'être venu, Raphaël. 4-3 Golden State. Le prono est tombé. Le prono est tombé, 4-3 Golden State. Match 7. On fait un petit tour rapide, je suis obligé. Prono. Celtics. Celtics. Antoine, Melvin, prono. C'est compliqué. Allez, 4-3 Warriors. Melvin, non? Pareil, Warriors en 7. Ok, moi je dis Warriors en 6. On se retrouve très vite d'ailleurs pour en parler. On va déjà parler des 2 premiers matchs dans une semaine. N'hésitez pas à aller aussi podcaster en audio l'émission et puis aller la revoir sur YouTube. Vous avez les infos là qui s'inscrivent. On vous souhaite de passer une très bonne semaine de NBA et on se retrouve très vite. Ciao!